Et coucou. Est-ce que vous allez bien? Coucou Elpim, coucou Salina, coucou Morgane. Ah Salina, tu stream. Ok, ça marche. Bah, des bisous. Et si tu finis avant, n'hésite pas à passer avec plaisir. Comment ça va? Ça va bien, je suis en vacances. Ah, je suis trop contente. Ça y est, j'ai fini ma journée de travail. J'ai un peu rushé pour rentrer, en toute honnêteté. Mais je suis contente, ça y est, je suis là. Bah ça va Morgane. Et toi? Ah oui, j'ai 2 semaines de vacances là et amplement méritées, je suis très contente. Ah, mais alors c'est un peu les one again beast to fly parce qu'on n'a absolument rien prévu, on n'a pas encore fait nos valises. Ça va être à l'arrache. En plus, Quentin n'est pas là ce week-end, donc j'ai la maison pour moi toute seule. Ça va être trop bien. Ouais, j'ai un peu rushé pour rentrer parce que il a fallu que j'aille faire quelques courses en rentrant. En fait, je suis passée au Carrefour avec l'espoir de trouver là-bas des romans Star Wars. Et à mon grand regret, j'ai rien trouvé. Tu vas dormir ce week-end, Morgane? J'ai été à la librairie Club à côté de chez moi où j'ai absolument rien vu de Star Wars, que dalle. Je me suis dit, bon, bah, s'il y a pas là-bas, il y en aura peut-être dans le supermarché habituel du Carrefour, quoi. Du gros Carrefour, et nada, que dalle. Rien, zitch. Donc je suis un petit peu... ça me fait chier parce que je voulais absolument... Il y en a 2 que j'aimerais vraiment acheter, en fait. Les autres, j'ai réussi à les trouver en e-pub, mais il y en a 2 que j'arrive pas à trouver et je pense que je vais être obligée du coup de passer par ou Amazon ou quoi que ce soit pour les acheter en papier. Voilà. Je voulais acheter donc un dernier qui est sorti qui est Princesse Leia, Leia Princesse d'Alderaan, d'Alderaan. Je crois que maintenant ça y est, ils disent plus Alderaan. Maintenant, le truc officiel, c'est Alderaan, à l'anglaise. Dormir, Netflix, Switch, Disney+, ouais. C'est Alexiane. Normalement, ce week-end, je vais essayer de m'enquiller les épisodes 1, 2, 3 de Star Wars. Comme ça, je pense que je les aurai tous revus. Et ouais, et donc, je voulais absolument trouver donc, les 2... Ah, je suis sur le tel, ça marche. Ah, tu nanotes. Oh, t'es multifonction ce soir, Roxane. Donc ouais, je voulais me trouver Leia, princesse d'Alderaan, et je voulais... Attends, vous avez le chat là derrière. Je sais pas ce qu'il est en train de foutre. Et je voulais aussi trouver le roman de Kenan et Hera. La rencontre de Kenan et Hera, c'est A New Dawn, je crois, Nouvelle Aube, et impossible de les trouver. Ils ont absolument aucun, je dis bien aucun roman Star Wars. Je fais, oh putain. Bon, bah je vais être obligée de chercher ça sur les internets pour trouver ça. Donc voilà. Mais on reparlera de Star Wars un peu plus tard puisque c'est une de mes lectures en cours. Ouais, donc aujourd'hui, c'est le 2e The Book Club. Donc c'est tout simplement moi qui discute avec vous de mes lectures. On pourra voir éventuellement peut-être pour discuter. Alors j'ai absolument rien prévu de particulier. Attends, où est-ce qu'il est? Ah voilà. Couragiste, merci Morgane. Au début j'avais prévu qu'on puisse éventuellement vous et moi parler d'un sujet en particulier. Peut-être que je lancerai si vous avez des questions ou quoi après avoir parlé des bouquins en question, qu'on puisse comme ça discuter vous et moi. Et donc toute cette vidéo que vous voyez là partira sur YouTube, je pense à partir de demain, parce que ce soir ça risque d'être un petit peu trop long, je pense à charger. Donc voilà. Bah écoutez, si vous êtes prêts, on peut peut-être y aller. Je préviens, notamment, vu que je vais parler de Grisha. Je vais sans doute spoiler. Donc si vous n'avez pas lu ou vu peut-être la série, je vous conseille peut-être de revenir
d'ici quelques minutes, je ne sais pas. Ou alors si vous n'avez pas peur des spoils, c'est pas bien grave, mais parce qu'on va en parler. Je sais pas si combien parmi vous avez vu ou lu la série. Je sais que Morgane, toi tu as vu la série. Tu connais pas Elpim? Alors c'est... tiens, je vais la faire afficher là. Ça c'est le tome 3. Tu es immunisé au spoil. Et ben en fait c'est une série young adulte qui a eu une adaptation qui est en cours sur Netflix. Donc c'est la série Shadow and Bones qui est sortie il y a... C'était quand? C'était en avril je crois, je sais plus. Avril ou mai? Non, c'était peut-être même avant, je sais plus. La couverture est sympa, ouais. Et donc ça c'est le tome 3. Et il se trouve donc que j'ai lu donc la trilogie, donc les tomes 1, 2, 3, j'avais parlé des tomes 1 et 2 je crois la dernière fois, où je pense que j'étais au milieu du tome 2, c'est possible. Et donc là j'ai fini le tome 2 et j'ai lu le tome 3, et donc du coup je voulais vous en parler. Ah oui, Ben Barnes, c'était obligé, bah d'ailleurs c'est sans doute le point fort de cette série on va dire. Donc en gros, pour resituer, ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas lu, etc., peut-être que je ferai un truc sans spoiler et après avec spoiler. Comme ça, ceux qui ne veulent pas se faire spoiler pourront mettre... ça, faudrait peut-être que je rajoute un petit autocollant spoiler. Attendez, peut-être que je peux faire ça maintenant. Parce que je sais que j'ai un truc de spoiler sur mon PC. J'en ai un dans YouTube. Comme ça, logo utile. Je sais que j'en avais fait un. Ah bah non. Je croyais. Ah fuck. Je vérifie quand même. Bon, c'est pas bien grave, tant pis. On fera ça mieux la prochaine fois. Donc, nous sommes donc dans l'univers de Grisha. Et c'est un univers, on va dire, de fantasy, je pense qu'on peut dire ça, puisqu'il y a une histoire de magie quand même, où les Grishas sont donc des... Comment on peut appeler ça? Un peu des airbenders et des waterbenders et des bloodbenders. Donc en fait, ce sont des gens dans la population générale qui manipulent, donc où les éléments, c'est-à-dire ils peuvent manipuler le feu. Donc il y a ceux qui sont spécialisés dans la manipulation du feu, ceux qui sont language, ceux qui font donc dans la manipulation de l'eau, de l'air. Enfin, donc de l'eau, ceux qui font dans la manipulation de l'air, ceux qui font dans la manipulation en fait du cœur et du sang. Et il y a un qui ne s'appelle pas un Grisha, mais bon, qui a aussi un pouvoir spécial qui manipule les ténèbres, donc c'est le Darkling. Et notre héroïne, qu'on se rend compte très vite qu'elle manipule la lumière, elle crée de la lumière, donc qui est un petit peu l'antithèse du coup du Darkling. Et ça, si vous voyez la série, c'est à la fin de l'épisode 1, donc voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que visuellement, en tout cas, c'est que c'est donc dans un univers qui est très inspiré de la Russie impériale. Donc visuellement, c'est très très joli. C'est pour ça que j'ai vraiment... c'est un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé dans la série. Qu'on retrouve aussi dans le bouquin, surtout au niveau des appellations des personnages qui ont des noms plutôt à consonance russe. Aussi au niveau du nom comment dire de la géographie, etc. Et même au niveau aussi, je pense, elle fait pop, les ampoules basse consommation. C'est fort probable, j'ai une lampe à côté. C'est pas impossible. Ou alors tu parles de l'héroïne qui fait pop avec les ampoules basse consommation. Elle crée de la lumière avec ses mains. Elle est l'invocatrice de lumière, telle qu'on l'appelle. Et donc toute la saison 1 et donc le premier tome, donc la saison 1 qui retrace tout le premier tome, donc c'est la découverte donc de l'héroïne et la découverte de ses pouvoirs et la découverte de l'univers évidemment. La découverte évidemment du Darkling, alias notre cher ami Ben Barnes, qui s'avère être très très vite le vilain, le méchant de cette histoire.
encore que méchant, mais qui a ses propres ambitions et ses propres raisons. Il est pas tout blanc, tout noir, il est habillé tout en noir, mais... et donc voilà, donc si vous revenez voir en fait mon premier book club que j'avais fait donc il y a déjà un petit bout de temps maintenant, j'avais lu le premier tome parce que j'avais adoré la série et je voulais voir du coup s'il y avait... je voulais retrouver ce que j'avais aimé dans la série dans le bouquin. Et il s'est avéré que j'ai trouvé qu'il y avait moins de choses dans le bouquin que dans la série. Donc, bah wow, chick bah wow. Ouais, tiens, il faudrait que je la rajoute, cette commande sonore, ça pourrait être marrant. Bah wow, chick bah wow. Ouais, donc j'avais été un petit peu déçue par le tome 1 parce que j'avais trouvé que l'univers, j'avais trouvé que ça se rétrécissait par rapport à la série parce que la série, ils avaient fait le choix finalement de mêler en fait deux romans, en fait deux séries de romans donc dans l'univers Grisha. Donc il y a Grisha que vous voyez ici et il y avait aussi Six of Crows qui est une autre série qui se passe dans le même univers, mais normalement les bouquins se passent apparemment vachement plus tard. Mais là dans la série ils avaient décidé de réunir les deux et de faire les deux. Faut que tu fasses un tuto faire une commande sonore. C'est extrêmement simple. Je pourrais même te montrer ça maintenant, si tu veux. Ou peut-être que si on a le temps, on fera ça à la fin du book club. Donc ouais, j'avais été un petit peu déçue par le tome 1 parce que donc j'avais trouvé ça finalement moins intéressant que la série. Tu feras mon bonheur avec cette commande sonore, tu m'étonnes. J'ai trouvé ça moins intéressant parce que l'univers, vu que toute la série est en fait uniquement dans la tête de l'héroïne Alina, donc qui est l'invocatrice de lumière. On ne voit les choses que par ses yeux, que par son apprentissage de l'univers, etc. Ce qui fait que du coup, celui-ci j'ai trouvé très très restreint, malheureusement. Alors que l'avantage dans la série, c'était que justement on avait son point de vue à elle, mais on avait aussi le point de vue des autres personnages qui sont de la deuxième... On a 5000 $. Oui, on a 5000 $. Où est-ce que... Attends, j'ai perdu le fil, ça y est. Ouais, donc la série, elle augmentait plutôt les points de vue, elle ouvrait l'univers, alors que j'ai trouvé que le roman le rétrécissait. Donc ça, c'était ce que j'avais dit à propos donc du tome 1 quand on s'était vu la dernière fois. Entre temps j'ai lu le tome 2 et le tome 2 au contraire j'ai vachement aimé. J'ai vachement aimé parce que justement j'ai eu vraiment cette impression d'ouverture d'univers. Il y a d'autres personnages qui sont introduits. Des personnages, certains que j'ai bien aimés, d'autres dont je vois pas forcément l'intérêt sincèrement. J'ai pas trop accroché. À voir, j'espère qu'ils vont réussir à leur donner un petit peu plus d'épaisseur dans la série, je trouvais, parce que ils sont très unidimensionnels, je trouve, certains. Mais j'ai trouvé que dans le tome 2, il y avait beaucoup plus d'enjeux, il y avait plus de trucs sympas, je m'attachais beaucoup plus à l'héroïne. Le nouveau personnage, du coup, qui va être introduit dans le tome, dans la saison 2, putain, je dis encore du coup. Ah oui, petit aparté. Vous avez la commande, donc point d'exclamation du coup, et point d'exclamation, je crois que c'est en fait, parce que je les répète très souvent. Voilà. Si vous voulez vous amuser, c'est des compteurs de mots, bref. Ouais, donc, le tome 2, autant le tome 1, j'avais mis du temps à le lire, autant le tome 2, je l'ai bouffé, je crois, en une semaine, quelque chose comme ça. Tellement, voilà, pour vous dire qu'il m'avait vraiment... j'étais vraiment dedans. Pour une fois, justement, je m'intéressais aux personnages, j'avais vraiment beaucoup d'empathie pour eux, je m'intéressais à l'héroïne, alors que, franchement, dans le tome 1, j'étais... En fait, elle me faisait un petit peu chier, Lina. Et voilà. Dans le tome 2, j'ai trouvé qu'elle se révélait un petit peu... Je la trouvais fade, en fait, voilà. Dans le premier tome, je la trouvais un peu fade et un peu effacée, très transparente, alors que je trouvais qu'elle prenait un petit peu plus d'ampleur dans le tome 2. Et quand j'ai abordé le tome 3, du coup, j'étais vraiment dans cette mouvance où, waouh, le tome 2 était vachement chouette, j'ai hâte de voir le tome 3. Et en fait, encore une fois, le tome 3 a fait vraiment comme un soufflet. Pour moi, il est retombé. Et je dois dire que je pense que
d'une certaine façon, c'est en partie par rapport à l'intrigue qui donc tourne autour comment ça s'appelle ça, j'ai déjà oublié le terme, pas des accélérateurs, des amplificateurs, voilà. Les amplificateurs de pouvoir. Donc dans la saison 1, spoiler, attention spoiler, la saison 1, Alina donc acquiert un amplificateur de pouvoir qui fait que justement, du coup, comme son nom l'indique, ça va amplifier son pouvoir. Et dans chacun des tomes, porte le nom de cet amplificateur, de l'amplificateur en question. Donc il y en a 3 et Alina va récupérer les 3. Et du coup, dans le tome 3, j'ai trouvé que ça a tombé à plat. Et tout ce que j'avais aimé dans le tome 2, finalement, le tome 3, ça s'est cassé la gueule. Et je me suis fait chier dans le tome 3, pour être honnête. Il y a même un moment où j'ai avancé un petit peu de travers, hein, parce que j'avais hâte d'arriver à la fin. Et étonnamment, la fin m'a plu. La toute fin, la résolution du tome, moi, m'a beaucoup plu. Je vais pas vous dire comment ça se termine ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé que, en tout cas, moi, elle m'a satisfaite. Mais c'est tout le cheminement à l'intérieur du tome 3 où j'ai vraiment perdu le contact avec les personnages. Au final, j'en avais plus rien à foutre des personnages qui sont assez chiants quand même, hein, quand on les suit. Je m'en faisais plus vraiment pour elle, pour Alina ou pour les autres. Même les personnages qui ont été introduits dans le tome 2, j'ai pas trop apprécié globalement en fait leur utilisation et leur fonction dans le tome 3. Je trouve ça assez plat, assez bof. Donc après je sais pas, peut-être que je suis pas non plus je suis peut-être pas le public, c'est peut-être destiné à un public peut-être plus jeune, un peu moins exigeant, j'en sais rien. Maintenant, cela dit, je pense que de toute façon je regarderai la série, parce que j'avais bien aimé la première saison, et le fait justement, comme je disais, qu'ils avaient mélangé Six of Crows avec Grisha. Donc peut-être que Six of Crows va réussir à améliorer mon expérience de Grisha. Surtout du coup la saison 3. J'espère voir que ça s'améliorera. Et parce que bon, j'espère qu'ils vont pas souper sur la 2 parce que c'était vraiment mon tome préféré. Voilà, c'était mon avis de Grisha. Alors je sais qu'on m'avait dit que des 2 séries, entre Grisha qui a été la première écrite et donc Six of Crows qui est plus une histoire donc dans le même univers mais qui est une histoire de bandes d'escrocs, etc., de gens qui sont qui font des casses en fait, qui est apparemment bien meilleur. Donc on verra ça à ce moment-là. Peut-être que je lirai, je sais pas. Je les ai sur ma liseuse, mais pour l'instant, je voulais vraiment finir la trilogie de Grisha et passer à autre chose. Ce dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc voilà, je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont lu ou qui ont peut-être un truc à propos de Grisha avant de passer à la suite. Parce qu'après, on va parler du Star Wars. Ah ah ah. Ah. Donc, cela dit, franchement, si vous n'avez pas vu la série, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment très cool. Et je la trouve moins... Elle reste young adulte, mais elle reste young adulte version adulte en fait. Enfin, version adulte. Elle est plus dirigée vers on va dire les 17-25 ans. Plutôt que les 15-17 quoi. Les guerres de l'étoile, tout à fait. Donc voilà, ça c'était pour Grisha. Si vous ne voyez pas d'inconvénient, à moins que vous ayez des trucs à rajouter, je vais passer par la suite aux comics que j'ai lus. Et on va commencer par The Rise of Kylo Ren. Alors, ceci est un TPB que j'ai lu. Alors, je sais plus si celui-là c'est le...
Je sais pas si c'est le TPB ou si c'est la cover d'un seul des... Comment dire, je crois qu'il y a 4 numéros. Moi, j'ai lu le TPB en entier. Et donc, j'avais pas parlé non plus de... J'ai pas dit de qui c'était Grisha. Attends, on va revenir sur Grisha. Donc, vous voyez, donc c'est... la série Grisha, c'est de Leigh Bardugo. Leigh Bardugo. Et c'est édité chez Milan. Et je crois qu'il y a une nouvelle édition avec, si je dis pas de conneries, parce que je crois que je l'ai vu à Club, il y a l'affiche de Shadow and Bones à la place. Donc voilà. Et je crois qu'elle a été... il me semble qu'elle a été aussi éditée chez Castelmore, si je dis pas de conneries. Bon. Voilà, ça c'était le petit aparté. Nous parlons de The Rise of Kylo Ren. The Rise of Kylo Ren, donc, qui a été scénarisé par, je crois que c'est Charles Soule, qui est en fait un monsieur qui va avoir une grosse importance, notamment dans l'écriture de nouveaux romans. D'ailleurs, c'est lui qui a entamé la saga de la Haute République, avec donc le premier roman qui est dans ma pile à lire. Ce sera un roman que je vais lire, je pense, avant la fin de l'année. Et je crois que c'est La Lumière des Jedi ou un truc comme ça, si je dis pas de conneries. Ou La Lumière... Attends, j'ai un gros doute. Enfin bon, c'est pas grave. Et donc là, il a scénarisé donc ce comics, donc The Rise of Kylo Ren. Je sais plus si je l'ai sur ma... Je l'ai lu sur mon iPad. Je vais essayer de le retrouver. Je sais plus si je l'ai laissé là-dessus, parce que ça me bouffait beaucoup de place. Je pense que je les ai enlevés. Peut-être pas. Alors, j'ai gardé ce Dark Vador. Je les avais virés. Tant pis. Donc en fait ici on voit, comme son nom l'indique, l'ascension de Kylo Ren, contrairement à l'ascension de Skywalker, n'est-ce pas? Et donc là on a toute une backstory sur comment Ben Solo est devenu Kylo Ren, qui est un petit peu un truc qui nous manque quand même dans les films, même si c'est pas forcément tout à fait le sujet des films, hein, de la trilogie. Et donc c'est là où on voit où ça commence, si je me souviens bien, donc avec Ben quand il est dans l'école de Jedi de son oncle. Et on voit en fait tout ce qui s'est passé, donc par rapport à son oncle qui a voulu le tuer, au temple Jedi qui est en feu, etc. Et Ben qui s'enfuit. On en apprend un petit peu plus sur son enfance et surtout son adolescence en fait. Et il y a toute une partie sur aussi les Knights of Ren, donc les chevaliers de Ren qu'on aperçoit. Alors moi je sais pas vous, je sais pas si parmi vous avez tous vu la postlogie. Alors moi dans la postlogie, les chevaliers de Ren ils me sont passés mais vraiment par-dessus la tête. Franchement ils font plus boys band de métal. Que vraiment un personnage à part entière. Et sincèrement, quand ils ont réapparu, je sais même pas s'ils sont dans l'épisode 8. Je sais qu'ils sont dans l'épisode 7, mais ils sont tellement anecdotiques que ça peut être n'importe qui, quoi. Et alors, quand Ben les tabasse à la fin de l'épisode 9, moi j'avais complètement oublié qu'ils existaient, quoi. Donc, c'est pour vous dire à quel point ils me sont passés par-dessus, quoi. Et là, du coup, on leur. Tu vois, non, ils sont pas là en 8, tu vois. C'est bien pour ça que j'ai eu le temps de les oublier avant de regarder le 9, en fait. De toute façon, ils sont tellement pas utilisés ou sous-utilisés et anecdotiques. Non, c'est pas les types en rouge, non. Ça, c'est la garde prétorienne de Snoke, ceux qui le dégomment. Non, c'est des mecs qui sont habillés comme des gros métalleux. Ouais, c'est la garde prétorienne de Snoke, tout à fait. Non, ils sont habillés, ils ont tous des casques. Ils ont tous des casques, on voit pas leur tronche. Ils sont tous, ça fait un peu Mad Max Fury Road, tu vois. Un peu tous de plic et de ploc. J'ai pas regardé depuis le 2 de la prélogie. Ah oui, ça fait un... La prélogie, ça fait un bail quand même. Et on sait que Kylo Ren, les mecs masqués, ce qui servent à rien, mais que j'aime bien. Mais
Ouais, bah disons que tu fais, mais en fait, enfin, avec ou sans, ça aurait été le même film au final. Mais en tout cas, dans ce comics-là, celui-là, celui-là, là. Dans ce comics-là, bah, ils ont un petit peu plus de place et on comprend donc Kylo Ren qui est le chef des Chevaliers de Ren. Bah, du coup, on découvre qui est Ren, parce que, bon, à force d'en parler, voilà. Oui, la garde rouge de l'empereur était stylée. Ah, je suis d'accord. J'avoue, ils étaient stylax à max. Et là, on apprend bah, comment est-ce que... qu'est-ce que c'était exactement en fait les Knights of Ren, qui était le Ren en fait, donc le chef des Knights of Ren, et comment, dans quelles conditions Kylo Ren a pris sa place en fait. Et on voit aussi donc comment Ben Solo a été récupéré à l'époque par Snoke, qui lui chuchotait. Alors ça, par exemple, ça c'est un truc que j'ai découvert, que j'ai compris après. C'est pas dans les films que j'ai compris tout ça, parce que je trouve que les films font vraiment un très très mauvais boulot à ce niveau-là. Oui, le Ren, c'est le concept spirituel oriental. C'est le nénuphar, je crois, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est en japonais, je crois Ren, c'est le nénuphar, et Padmé aussi, ça veut dire la même chose. Padmé, c'est nénuphar, je crois, en sanskrit ou un truc comme ça. Et au final, c'est en écoutant des podcasts et tout ça que j'ai réussi à comprendre tout ce qui s'était passé dans la backstory de Ben Solo et de Kylo Ren, parce que je trouve que, perso, moi, les films ne m'ont pas suffi à comprendre tout ce qui s'est passé. Vous, je sais pas, peut-être que vous l'avez capté, ou peut-être que vous avez aussi lu des bouquins, parce que je sais qu'il y a des bouquins qui parlent de ça, de la grossesse de Leia. J'aimerais bien les lire d'ailleurs, ceux-là. De la grossesse de Leia, de l'après, entre l'épisode 6 et l'épisode 7, en fait. Tout ce qui s'est passé avec Ben qui va naître, et dans quelles conditions aussi, et dans quelle famille il va naître. Et tout le truc qui va être autour de lui aussi, du fait que son esprit est parasité par Snoke depuis quasiment sa conception, quoi, et depuis très très longtemps, et que c'est un être en souffrance en fait depuis qu'il est né, quoi. Et ça c'est un truc, je trouve que dans les films c'est pas hyper explicite, je trouve. Et puis même tout le lien qu'il y a autour de Snoke, je trouve que avec Snoke, c'est beaucoup plus développé dans les comics au final que dans la série. En tout cas, on comprend mieux tout ce qui se passe dans l'épisode 7 et dans l'épisode 8 entre Kylo Ren et Snoke. On comprend mieux en lisant les comics que juste en voyant les films, quoi. Et ça, c'est vraiment dommage de se dire que en fait, tu arrives à comprendre toute la profondeur de certains films, enfin du film. Il faut avoir lu tout le lore, et il faut cette farcie des bouquins, et il faut cette farcie des comics en fait pour tout comprendre, quoi. Et ça, c'est vraiment chiant. Abrams a voulu en faire trop, comme d'hab, quoi. Après, c'est vrai que Ryan Johnson, il en parle, mais après, il peut pas non plus rattraper l'exposition qu'il n'y a pas eu avant, quoi. Mais ouais, enfin voilà, que Kylo Ren, en fait, voilà, c'est comme je disais, c'est un gamin dont l'esprit est parasité par Snoke depuis son enfance. Il est dans une famille où il a une position qui est quand même assez particulière, parce que Han Solo n'était pas prêt à assumer son rôle de père. Leia est occupée par la construction de la Nouvelle République. Donc il a été un gamin délaissé assez tôt. Enfin, on imagine que ça aurait pu être, en plus que l'autre il lui chuchotait par la force, quoi. Et en plus de ça, Leia, elle sentait que son fils était fort dans la force, on va dire, était puissant dans la force, et puis qu'il était qui était potentiellement sujet à tomber du côté du dark side, quoi. Et en fait, elle a un petit peu caché ça sous le tapis, et elle a refilé le marmot à Luke quand il a été en âge d'être formé, et on sait ce que ça a donné, quoi.
Donc il y a tout ça et il y a toute cette histoire du coup aussi donc tout au début où on voit tout ce qui s'est passé donc avec Luke, aussi du fait que c'est pas lui qui a tué tous les Jedi qui étaient autour en fait. Il me semble que c'est Snoke et ses Chevaliers de Ren qui ont fait, si je dis pas de conneries, qui ont fait justement ça, qui ont fait tout l'incendie. Et certains Padawan, enfin certains Padawan qui sont là, qui sont dans, enfin ses camarades de classe quoi, qui vont le prendre à partie et qui vont penser que c'est lui qui a tué Luke Skywalker, et du coup qui vont le poursuivre pour se débarrasser de lui. Alors que lui, il veut juste mais laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, j'ai rien fait. À ce moment-là où il aurait pu rentrer chez lui, voir Leia et lui dire, et lui tomber dans les bras et pleurer un bon coup, bah en fait il a décidé d'aller voir Snoke. Et à partir de là, il y a tout un truc qui s'ensuit. Donc il a envoyé ensuite dans les Chevaliers de Ren, et comment est-ce qu'il va, comme je disais, comment est-ce qu'il va en fait monter dans la hiérarchie, et comment est-ce qu'il va devenir finalement le chef des Chevaliers de Ren. Et c'était vraiment super intéressant d'avoir toute cette backstory de Kylo Ren et de Ben Solo, parce que c'est un truc qui est un add-on, un supplément par rapport à la postlogie, qui est, je pense, assez salutaire si on veut comprendre le personnage. Ou en tout cas si on veut comprendre dans son entièreté, quoi. Et vraiment, je pense que c'est vraiment un truc à lire pour, en tout cas, ceux et celles qui aiment bien Star Wars de manière générale et qui peuvent sentir éventuellement qu'il y a un truc qui leur a échappé dans cette post-logie. Je pense que c'est une très très bonne lecture. Et puis Charles Soule était un très très bon scénariste. Il dit plein de choses, il y a vraiment plein de choses qui se passent là-dedans. Et le dessin est pas trop mal. C'est con que je l'ai plus sur mon iPad. Mais la seule chose moi qui m'a gênée dans le dessin, alors le dessin est très sympa sauf la façon dont il dessinait Ben Solo, je trouve, parce que le dessinateur a voulu absolument ressembler très très fort à Adam Driver, et je trouve que des fois c'est pas très réussi, quoi. Notamment quand il est petit ou quand il est ado. Je trouve que le personnage est assez déformé. Je vous l'avais montré la dernière fois, si je me souviens bien, quand on avait fait le dernier book club, où c'était bof quoi. Mais à part ça, après c'est vraiment que moi qui ai un petit peu du mal avec. Tu me donnes envie que ce comics, moi si tu veux je te le prêterai. Et alors dans la même vanne, parce que je pense que j'ai eu ce truc là où j'ai eu besoin d'un petit peu d'avoir notamment les backstories des personnages. Alors ils ont fait les comics un petit peu dans la même veine, donc Rise of Kylo Ren. Donc comme je vous dis, le Rise of Kylo Ren en fait c'est vous avez 4 numéros donc en un seul dans un TPB, et ils ont aussi sorti donc un peu dans le même genre. Donc là vous avez Age of Resistance Heroes et vous avez Age of Resistance Villains. Alors, Age of Resistance, en gros, le concept, c'est que vous avez... Pardon. Donc ça, il y a le TPB pour les Heroes et le TPB pour les Villains. Et dans chacun, vous avez en fait un numéro sur une backstory de chacun des personnages. Donc vous avez, dans les Villains, évidemment, vous avez une backstory sur Phasma, sur Snoke, sur Hux, et donc sur Kylo Ren. Et dans Heroes, vous avez une backstory sur Rey, vous avez une backstory donc sur Finn, sur Rose et sur Poe Dameron. Et ça aussi, ça a été vraiment très sympa justement pour avoir un petit peu plus de profondeur sur les personnages, avoir un petit peu plus, comme je vous disais, leur backstory, savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont traversé. On en apprend justement dans Age of Resistance Heroes, notamment, on en apprend plus sur quel type de Stormtrooper était Finn, par exemple. Parce que ça, c'est un truc que je ne savais pas avant de lire le comic, c'est que Finn, en fait, c'était déjà un Stormtrooper un peu à part par rapport aux autres. C'était un Stormtrooper qui était spécialisé dans le nettoyage. Donc, comme ça, voilà. C'était quelqu'un qui avait déjà un petit peu une sensibilité par rapport aux autres, par rapport aux créatures, etc.
qu'il a développé par la suite, mais c'était quelque chose qu'il avait déjà en lui, et ça on le voit justement dans cette backstory qui est développée dans ce comics-là, et qui du coup explique plein de choses sur son personnage sur la suite. Oui, il était préposé aux poubelles, c'est ça, il devait sortir, la poubelle. Et notamment il y a tout un truc autour de toute une série d'animaux qui sauvent de Starkiller. Aussi, c'est un truc que j'ai récemment découvert. Exactement ce que c'était Starkiller, moi j'avais pas du tout compris que c'était une planète, en fait. Starkiller, c'est une planète qui a été tellement minée, en fait, elle a été tellement, grignotée par l'Empire, quoi. Que la planète est quasiment morte et qu'ils ont décidé d'en faire une base pour tuer des systèmes planétaires, quoi. Pour moi, c'était encore une construction comme avait été l'étoile noire, etc. Alors que là, non, en fait, c'est une planète modifiée, quoi. Enfin bref. Et donc, il est tombé sur une espèce de famille, en fait, d'animaux de nuisibles, enfin, en tout cas, que l'Empire considérait comme des nuisibles, et on lui demande de les dézinguer, et lui décide plutôt, au lieu de les dézinguer, de les emmener, en fait, par la ruse, vers, en fait, une autre planète où ces bestioles pourront trouver un nouvel habitat. Donc on voit déjà qu'il y a des graines de bonté et d'humanité dans ce Stormtrooper déjà avant du coup le tome 7, avant l'épisode 7, donc avant que les films de la prélogie commencent. Et on en apprend aussi un petit peu plus sur Poe Dameron notamment, on apprend plus sur son passé, notamment ses parents qui étaient des héros de la résistance, et il y a toute une petite histoire où coucou Natashoui, attention ton ballon nul, ah merde, ma belle-sœur qui me dit qu'elle passe, ben je l'attends toujours, merde. Ah c'est cool, bah écoute, installe-toi bien, prends un bon petit thé ou un peu d'eau, et là on parle des comics Star Wars. Est-ce que tu les as lus? Je viens tout juste de parler de The Rise of Kylo Ren, celui-ci. Et là, je parle de Age of Resistance Heroes et de Age of Resistance Villains. Donc voilà. Et en fait, je disais que si vous voulez un petit peu de backstory, notamment sur les personnages principaux de la postlogie, c'est cela qu'il faut lire. Et notamment pour en apprendre un peu plus. Donc, comme je disais, je fais une petit résumé très rapide pour Natashouille. Celui-ci, c'est comment Ben Solo est devenu Kylo Ren, ce qui est du coup très intéressant pour comprendre le personnage et tout ce qu'il fait dans la postlogie, qui est très très cool et qui est très bien écrit et qui est plutôt bien dessiné, même si j'ai quelques réserves sur certaines choses. Et donc ici on a le Age of Resistance, donc Heroes, comme je disais, donc où on a un numéro qui est centré. Oui, tout à fait, elles ont fait une revue dessus, ouais. Et elles en parlent régulièrement de cela, justement. Elles passent des images de certaines choses autour de Rose, autour de Poe, etc. Je sais qu'elles en ont parlé de ces deux-là aussi. Mais je suis pas sûre. Je sais qu'elles ont fait un numéro spécial sur The Rise of Kylo Ren, mais je suis pas sûre qu'elles aient fait un numéro spécial sur les Age of Resistance. Mais oui, elles en ont parlé, ouais. Et donc dans celui-ci, donc Age of Resistance, donc comme je vous ai dit, avec Finn qui est préposé aux poubelles, on en apprend aussi beaucoup plus sur Rose et Paige, d'où est-ce qu'elles viennent, leur background familial, etc. Le lien qu'il y a entre les sœurs, parce qu'au final, le lien entre les deux sœurs, Rose et Paige Tico, on l'aperçoit extrêmement rapidement. Quoique même pas, puisque Paige, elle meurt dans les 5 premières minutes du film, quoi. Et là, on apprend vraiment beaucoup plus sur, justement, le fonctionnement, le lien qu'il y a entre les deux sœurs, et les deux sœurs avec leur planète d'origine, les deux sœurs aussi par rapport au First Order, etc., et par rapport à la Résistance. Et c'est très très cool. The House of Friends. The House of Ren. Ah oui, c'est peut-être moi qui... Ah, quoique, est-ce que je...
Est-ce que je parle mal? Je ne sais pas. J'articule mal, peut-être. Et j'ai la bouche sèche à force de parler. J'ai l'impression d'être bouché. Non, c'est peut-être moi qui... C'est Ass of Friend. Ouais, et donc Rose, voilà, ça c'était... Ray, merde, je sais plus ce qui se passe avec elle. Ray, je me souviens plus. Ah, d'un seul coup, j'ai un trou. Et pour Poe Dameron, ce qui était cool dans celui-ci, c'est qu'en fait, il se fait sauver les miches par Holdo dans cette petite histoire. Et il sait même pas que c'est elle qui l'a sauvé d'ailleurs. C'est ça qui est assez drôle. Surtout quand on sait ce qui se passe dans l'épisode 8. Donc voilà. Et pour le House of Resistance Villains, voilà. Bah là c'est pareil. On en sait beaucoup plus sur les personnages, notamment Hux. Hux qui... On a tout le truc où en fait on voit petit garçon où il était bolossé par son père. Et bolossé par les amis de son père. Donc son père était... c'est pour ceux qui ne le savent pas, en fait, ça, malheureusement, on le sait que en ayant lu tous les trucs à côté des films. Mais Hux, en fait, est un bâtard. Hux est un enfant illégitime d'un gros ponte de l'Empire. Ou du Premier Ordre, je sais plus. Il parle pas de Palpatine, je crois pas. J'ai un doute. Je sais plus de quoi il parle avec Rey. Je pense que ça se passe sur Jakku, mais je sais plus du tout. Je sais plus, je t'avoue. Et donc Hux, en fait, c'est donc le fils d'un grand ponte de l'Empire, je dirais. Je sais plus si c'est l'Empire ou si c'est le First Order, et d'une fille de cuisine. Donc il arrête pas de se faire rabaisser par les amis de son père, qui carrément lui demandent littéralement de lécher un truc par terre. Enfin bon, il est vraiment pas... Il a pas une enfance facile, mais voilà, on voit comment le personnage en fait s'est construit, comment il est toujours là à attendre son heure, pour se venger en fait et pour monter en grade et pour prouver que... Attends, non pas pour Palpatine, il y a la saga du prince Ken et toute ma fanfic perso. Ça ne servait à rien d'en remettre une couche. Non mais pour Palpatine, je pense qu'ils auraient dû s'arrêter à il est mort à la fin de l'épisode 6. Parce que quand tu regardes le fait de le ramener dans l'épisode 9, en fait, bah du coup, ça annule un peu la fin de l'épisode 6. Quand tu regardes. Enfin, tout le sacrifice d'Anakin, enfin de Dark Vador qui redevient Anakin. Le fait qu'il revienne, ça a servi à rien. Je dirais rien sur l'épisode 9, non mais... Moi non plus. Mais, ouais. Donc dans ce bouquin-là, dans celui-là, on en sait plus sur Snoke aussi, donc, et le rapport qu'il a entretenu avec Kylo. Et un petit peu la relation abusive qu'il a avec lui, parce qu'il arrête pas de... En fait, il l'encense, et puis ensuite il le rabaisse, il l'encense, il le rabaisse, il l'encense, il le rabaisse. Il est violent avec lui aussi. Enfin, il est violent physiquement et émotionnellement et psychologiquement avec lui. Donc on comprend un petit peu mieux un peu l'état de Locke dans lequel Kylo est dans l'épisode 7 et dans l'épisode 8 notamment. Et l'emprise en fait que ce mec-là a sur lui, quoi. Non, il n'a jamais existé. Voilà, j'ai utilisé la force. Cet épisode n'a jamais existé. Enfin, malheureusement, s'il a existé, il faut malheureusement l'accepter, hein, mais bon. Moi, j'aime bien penser qu'il y a aussi des épisodes 9 alternatifs. D'ailleurs, je vais en parler après, mais je suis en train de lire une fanfic qui est très très bien. Sur un épisode 9, comme ça aurait pu être, quoi. Et pour le capitaine Phasma aussi, on en sait un petit peu plus, parce que finalement, Phasma, ouais, c'est ça, c'est un bon pervers narcissique, clairement un manipulateur des familles, comme il faut, quoi. Et donc, ouais, comme je disais, en fait, Snoke murmure à l'oreille du Ben depuis qu'il est tout petit.
et qu'il a un petit peu twisté son esprit depuis très longtemps, et c'est vers lui du coup qui s'est tourné au moment où en fait il avait besoin d'aide, donc Ben Solo, où il aurait pu se retourner vers ses parents, et en fait c'est vers la seule personne qui pensait qui tenait à lui qui s'est tourné, et donc c'était lui. Donc ça c'est expliqué dans The Rise of Kylo Ren, mais il y a aussi des petites histoires dans celui-ci. Et donc avec Phasma, où on se rend compte un petit peu plus de son personnage, parce que c'est pareil, Phasma, au final, elle a pas des masses de temps d'écran dans les films. Puis en plus, elle meurt pas assez vite, mais elle meurt dans l'épisode 8. Mais là on en sait un petit peu plus sur le genre de personne que c'était, où c'est un peu c'est moi d'abord quoi, et si je peux en fait écraser les autres et qu'ils meurent à ma place, bah c'est très bien quoi. Donc non, elle est morte à la fin du 8 je crois. Oui, voilà, on la voit peu, elle parle pas beaucoup, elle est pas plus développée que ça en fait, et c'est bien dommage. J'étais tellement sûre que Phasma reviendra à moitié androïde pour se venger de Finn. Elle aurait pu faire un Grievous numéro 2 en fait. Mais peut-être que ça aurait fait trop redite, peut-être, je sais pas. Ils auraient pu la ressusciter comme à la Dark Vador, bah ouais, mais écoute, ils en ont décidé autrement, malheureusement. Malheureusement. Donc ouais, franchement, ces trois-là, ce sont les trois comics que je pourrais vous conseiller si vous voulez un petit peu approfondir. Si vous avez aimé, en tout cas, ce que proposait, je dirais, l'épisode 7 et 8. On va dire ça comme ça. De la post-logie, bah ces trois comics vont vous aider un petit peu à approfondir, en tout cas, ces personnages secondaires et principaux. Pour leur donner un petit peu plus de profondeur, un petit peu plus de dimension. Donc franchement, c'est des comics que je vous recommande, parce que voilà, ça fait comprendre un peu mieux certains trucs des films que je pense que sans... pas je pense, j'en suis sûre, hein, sans ces trucs-là, et sans justement les Lucasfilm qui en parlent dans leurs épisodes, je serais complètement passée à côté, et j'aurais pas compris ni les personnages ni les films en fait. Et ça, c'était quand même bien dommage. Donc ouais, franchement, je vous les conseille. Et on va passer à une autre BD. Et avec celui-ci, on terminera les bouquins, les romans et les BD et les comics que j'ai lus. Et ensuite, on passera à ce que je suis en train de lire et ce que j'ai acheté. Voilà. Alors, ce bouquin-là, c'est une BD que j'ai là et qui est hyper lourde. C'est un gros pavé, c'est un roman graphique donc, qui s'appelle Pedrosa. Pedrosa, n'importe quoi, c'est le nom du mec. Qui s'appelle Portugal. Et donc, le nom de l'artiste, c'est Pedrosa, et c'est aux éditions, je sais même plus quoi. Ah, c'est chez Dupuis. Et c'est une grosse BD qui fait plus de 200 pages, je crois. Et alors, c'est mon collègue qui m'a prêté notamment les 3 de Pedrosa. Putain, c'est lourd. J'arrive même pas à les prendre d'une seule main. C'est pas possible. Donc, il y a Portugal. Il a fait aussi l'âge d'or. Donc, ça, c'est un truc qui se passe plutôt au Moyen-Âge avec... comment dire, un style qui se rapproche beaucoup des tapisseries et de l'iconographie médiévale. Et j'ai hâte de lire, ça c'est vraiment celui que j'ai le plus hâte de lire, et c'est le dernier qu'il faut que je lise pour voir l'évolution du style. Et il m'a aussi prêté les Équinoxes qu'il faut que je lise. Je vais essayer de lire ce week-end. Et donc j'ai lu Portugal. Et alors quand j'ai lu, sincèrement, j'avais un petit peu d'a priori. Je me souviens plus de l'histoire, mais j'ai noté des BD achetés pour ma bibliothèque. Bah écoute, je te dirai quand je l'aurai lu. Attends, j'ai des messages qui me concernent pas. Ouais, et donc Portugal, en gros, ça raconte l'histoire.
Bah, je vais peut-être pas non plus trop te... Ah non, toi tu parles de l'âge d'or, pardon. Portugal, ça parle d'un peu de la crise de la quarantaine, ou de la trentaine peut-être, d'un auteur de BD qui se trouve un peu nul, qui se dit euh, qu'il va nulle part, il tourne un peu en rond, sa vie, il a une meuf qu'il aime, mais que... Enfin, on sent que c'est quelqu'un qui se cherche, qui est pas satisfait de sa vie, qui lui manque un truc et il sait pas quoi en fait. Et c'est quelqu'un qui va pas forcément, il sait pas trop ce qu'il veut, il sait pas trop ce qu'il veut pas non plus, donc c'est quelqu'un qui est perdu. Et c'est un homme qui va redécouvrir les racines de sa famille, de son père, qui vient du Portugal. Et donc il y a toute une histoire familiale comme ça, où il va essayer de revenir un petit peu à la source de sa famille et de sa et comment dire de son inspiration. Il va retrouver l'inspiration justement en retrouvant ses racines, et ça j'ai trouvé ça très très beau. Déjà au niveau du message, j'ai trouvé ça très chouette, et en plus j'ai trouvé ça très très humain, très pas forcément, enfin subtil, c'est pas forcément le mot, mais très intime, c'est très délicat, c'est des tranches de vie en fait. Et il y a un petit peu un côté un peu vieille France. Il y a un moment dans le bouquin, enfin dans la BD, il y a tout un truc avec un mariage, et on a vraiment l'impression qu'on est au mariage de la cousine machin, avec l'oncle truc-muche, avec les bouteilles de vin qui coulent à flot. Enfin, moi ça m'a rappelé vraiment des trucs qu'on a pu connaître dans les réunions de famille, les gros banquets, les trucs qui se finissent à pas d'heure. Et j'ai trouvé ça, enfin, à la fois un peu... ah tiens, ça me rappelle des choses, et puis en fait, un côté un peu vieille France, qui est un petit peu suranné, qui est un peu à la fois, comment dire, nostalgique. Il y a un gros côté nostalgie dans ce bouquin-là, en fait, ouais, dans cette BD. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, j'avais un petit peu peur aussi au niveau du style graphique, en fait, qui est quand même assez particulier, et qui est, pour être honnête, ouais c'est ça, c'est des gros boomers, mais clairement. Oh mais je pense que t'as mis le doigt sur le mot que je cherchais. C'est des trucs de boomers, et j'avais un petit peu peur parce que c'est assez loin graphiquement de ce que j'aime lire d'habitude. Parce que voilà, moi je suis plus voilà, dans le comics, pas forcément dans la BD d'art et d'essai quoi. J'aime les Torgal, j'aime les trucs joliment dessinés, et je dis pas que c'est pas joliment dessiné, au contraire, mais je pense qu'il y a une fragilité, il y a une façon de dessiner, en tout cas qui est loin de ce que je lis d'habitude. Et donc du coup je suis un petit peu sortie de mes sentiers battus, sortie de ma zone de confort pour lire ça. Et c'était vraiment très cool, parce que du coup j'ai découvert un truc que j'aurais sans doute pas découvert autrement. Et en fait, il y a une... Je vais essayer de vous montrer de loin, mais je sais pas si vous voyez au niveau des couleurs, où c'est très pastel, c'est très coloré, mais c'est à la fois hyper délicat. Tout ce qui se passe, tout ce qui concerne sa famille au Portugal, il y a des teintes assez chaudes. À chaque fois qu'il parle de sa famille, etc., c'est un truc, c'est des couleurs un peu terreuses, comme ça, un peu chaudes. Il y a tout un truc, justement, l'utilisation de la couleur est hyper bien pensée, et par exemple, comme ici, où on a quelque chose assez monochrome, et puis de ce côté-ci, et là on devient un tout petit peu plus coloré, etc. Enfin, il y a une utilisation de la couleur qui est hyper intéressante en fait, et qui moi m'a vraiment surprise, et agréablement surprise en fait. Donc si vous avez l'occasion de l'emprunter à la bibliothèque, franchement c'était une jolie découverte. Voilà, c'est loin de ce que je lisais, ce que je lis d'habitude, mais ça m'a un petit peu ouvert les horizons, je dirais. Et puis le dessin, en fait, c'est quelque chose qui, je pense, il me semble qu'il travaille essentiellement en tradi en plus. Donc il ancre ces trucs... En tout cas, peut-être pour celui-là c'était que du tradi. Je sais que j'ai vu une vidéo de lui sur YouTube où il parlait notamment de comment il a fait l'âge d'or.
et où il encre ses planches donc avec du noir et ensuite il faisait la colo par Photoshop, je crois. Mais après peut-être que pour Portugal c'était pareil ou pas, j'avoue que j'en ai aucune idée, mais il y a une vibe tradie en fait. Il y a une vibe, il y a un côté tradie là-dedans. Pour les Equinox, je veux rien dire parce que je l'ai pas encore lu, mais en tout cas c'était vraiment très cool. Je sais pas s'il citera au niveau gris. Il me semble avoir vu qu'il ancrait à l'encre de Chine ses planches. Et qu'ensuite, il passait sur Photoshop. Et puis, en tout cas, c'est dans l'âge d'or où il y a où il y a aussi une utilisation des couleurs où justement il a voulu faire des. Je vais vous montrer. Où là, c'est un petit peu différent. Wow. Par exemple, où il y a pas mal de lines qui sont colorées, quoi. Par exemple, ici, là, vous voyez, il y a plein de contours, enfin de lines qui sont couleurs, qui sont pas noirs. Et je pense que ça, il a dû le faire. Il a dû sans doute passer, ouais, l'ancrer en noir, le scanner et ensuite utiliser ce que permet Photoshop, hein, c'est-à-dire colorer tes lines, etc. Et puis utiliser les calques, les layers, quoi. Donc, en tout cas, je pense que ça, il l'a fait comme ça. Je vous propose une petite pause, parce qu'il faut que j'aille faire pipi, et ensuite, on parlera des bouquins que je suis en train de lire. Je vous laisse avec les commandes sonores, et je reviens tout de suite.
Et me revoilà. Donc ça c'était les livres que j'ai lus. Et maintenant on va passer aux livres que je lis en ce moment. Donc le premier que je lis, je l'ai ici. Hop, je vais vous le montrer. Il s'agit de Comment écrire de la fiction de Lionel Davoust et c'est aux éditions Argile. C'est une nouvelle maison d'édition de transfuge de critiques, des éditions critiques si je dis pas de conneries. Et j'ai tout juste commencé, hein, j'en suis vraiment au début. Donc Lionel Davoust qui est un auteur de fantasy et de SFFF assez connu, en tout cas dans le milieu. Ah toi aussi, je crois que tu l'as reçu signé, etc. toi, il me semble. J'ai juste eu, je l'ai acheté directement aux éditions Argile et j'ai eu droit au petit tampon de l'orque de Lionel. C'est ça, c'est des anciens chez Critique, ouais, c'est ça. Et donc Lionel Davoust est connu, comme je vous disais, pour avoir écrit des bouquins de SFFF, de fantasy, etc. D'ailleurs, c'est un auteur que j'ai jamais lu. Pourtant, je le voyais à chaque année aux Imaginales, puisque c'était un peu un incontournable des Imaginales, notamment un des traducteurs qui s'occupe donc de traduire les auteurs anglophones, donc américains ou anglais, etc., pendant les conférences. Et donc, c'est quelqu'un que vous voyez en fait très très souvent aux Imaginales. D'ailleurs, c'est là-bas que je l'ai... Oui, pourvoyeur de briques, c'est ça. Il fait des gros pavasses. Et oui, en tout cas, c'est quelqu'un que je n'ai encore jamais lu. Et c'est aussi lui qui co-anime avec Mélanie Fazi et en ce moment Estelle Faye. Et il y avait Laurent Genefort avant, le podcast Procrastination, je vais y arriver. Donc un podcast sur l'écriture qui est vraiment très très bien pour ceux qui veulent se lancer donc, dans l'écriture en général et l'écriture de genre en particulier. C'est un podcast que je conseille très très vivement, non seulement par la qualité des intervenants et en plus de ce qu'ils racontent, c'est vraiment vraiment super. Et en fait, dans ce bouquin, il a justement rassemblé un peu tous ses conseils et un peu toute son expérience, on va dire, pour démystifier le fait d'écrire de la fiction, d'écrire des romans, et que c'est pas un truc un petit peu à la très romantique où on attend la muse comme ça avec une plume dans la bouche et que d'un seul coup votre chef-d'œuvre s'écrit tout seul. Non, c'est pas comme ça que ça marche, malgré ce que veut nous faire penser et l'école et tout le reste de la profession. Non, ça se travaille et ça se... C'est je peux vous le dire en plus de première main, c'est comment dire, c'est une occupation très très très... non, mon clavier va pas écrire tout seul, non, ça marche qu'avec la plume, c'est pour ça. Le clavier, il faut écrire la plume, c'est la plume qui écrit toute seule. Mais oui, enfin, c'est une passion qui est très dévorante, qui est très satisfaisante personnellement, mais pas financièrement forcément. Et c'est un peu un sacerdoce et un truc dans lequel, quand on a goûté à ça, on a envie de continuer, on a envie Enfin, c'est la création la plus ultime en fait, et c'est un peu une drogue. Et c'est aussi c'est un travail et une façon, une méthode assez particulière que les gens forcément n'ont pas forcément en tête en fait. Et c'est un bouquin qui va justement démystifier. Et pour ça, elle n'est pas super satisfaisante. Mais voilà, c'est ça, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à décrocher. Comme je disais, on a besoin de notre fixe, on a besoin de notre dose d'écriture parce que sinon on n'est pas bien. Et ça, sinon on n'est pas bien, on n'est pas correct, on se sent pas bien. On a besoin d'écrire, c'est comme ça. Mais voilà, c'est un petit peu, contrairement par exemple aux dessinateurs ou dessinatrices comme Natacha ou moi ou d'autres peut-être ici, c'est peut-être plus facile à avoir un résultat final plus satisfaisant, même si quand on dessine, on est constamment en permanence
comment dire, en expérimentation et on s'améliore en fait à chaque fois. Et donc, ce qu'on fait nous va rarement d'ailleurs. On est rarement satisfait de ce qu'on vient de faire. Et en fait, à l'écriture, c'est souvent encore pire parce que ce qu'on écrit, des fois, on passe des années à écrire un truc qui ne sera peut-être jamais lu. Et voilà quoi. Donc, c'est vraiment assez ingrat. À la fois très, très frustrant, très satisfaisant. C'est un truc un peu paradoxal, en tout cas l'écriture. Attends, je vais y arriver. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, pour moi, a de très très bonnes choses à faire passer, justement dans les conseils. Alors, c'est pas genre la recette du best-seller, hein, c'est pas du tout ça. Et dont tout le monde se fout. Oui, en fait, des fois, tu te dis, tu sais, quand tu vas dans les bouquineries, tu vois les monceaux de bouquins, tu te dis, putain, il y a des gens qui ont écrit ça. Et je suis pas au courant, et personne n'est au courant. Il y a des trucs qui sont tombés dans l'oubli. Et tu te rends compte que le nombre de romans qui a quand même été écrit, c'est assez impressionnant, quoi. Alors, de romans bons ou pas bons, ça, c'est dans un second temps. On n'est pas là pour dire s'ils sont bons ou pas bons. On est là peut-être pour dire j'ai aimé ou j'ai pas aimé. C'est pas tout à fait pareil, quoi. Mais, bref, je m'égare. Mais en tout cas, voilà, si l'écriture vous intéresse, c'est un excellent... en tout cas, ça commençait bien. Et c'est un excellent écrivain et un excellent pourvoyeur de conseils. Donc, franchement, ça, je pense que c'est un to have si vous aimez, si vous voulez écrire. Ça, c'est vraiment... Et en plus, bonus, allez écouter Procrastination parce que c'est aussi vachement bien. C'est aussi pour dire que les gens s'y intéressent pas. Il y a des bouquins qui font des fours, malheureusement, c'est en dehors de la main des auteurs, des éditeurs, etc. Quoi. Des fois, la mayonnaise prend pas, quoi. Alors que potentiellement, sur le papier, tous les éléments étaient là, mais la mayonnaise prend pas. Et puis peut-être qu'elle prendra 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, peut-être qu'elle prendra jamais. C'est ça qui est un petit peu... c'est la roulette russe, hein. C'est le loto, hein. Pauvre chat, il est par terre, il a chaud. Donc ça, c'était le livre papier que je suis en train de lire, donc que j'ai descendu, qui était à côté de mon lit, sur la table de nuit. Et l'autre que je suis en train de lire, c'est non pas mon premier roman Star Wars, non, mais c'est le premier depuis très longtemps. Et si j'arrive à l'enlever, faire un petit rototo, pardon. Donc, je suis en train de lire Étoile perdue de Claudia Gray, et c'est aux éditions PKJ. Donc, après avoir fini Grisha, j'avais très envie de lire des romans Star Wars. Et j'ai vu donc ma chère amie Salina, qui est la sœur de Xian, ici présente, que j'ai eu donc un soir en live et qui m'a conseillé, parce qu'elle a lu aussi, elle, de son côté, énormément de bouquins. Alors, elle n'a pas lu celui-ci, mais elle m'en a conseillé plein. Et dans ceux qu'elle voulait que je lise, il y avait notamment la nouvelle trilogie sur l'Amiral Throne. Mais sortant d'une trilogie, je me voyais mal enquiller avec une nouvelle. Et j'ai voulu commencer par celui-ci, donc qui est Étoile perdue, et qui est en fait un one-shot, donc c'est un roman qui se lit, en fait, c'est un roman tout seul, quoi. C'est un young adulte, donc c'est un roman qui est plutôt du coup destiné, on va dire, entre 13 et 25 ans, quoi, grosso merdo. Peut-être un peu plus vieux, enfin, je dirais peut-être entre 15 et 25 ans. Enfin bon, j'en ai bientôt 40, mais je lis bien ça. Hein. Et ici, donc, on a une histoire d'amour, mais une histoire qui commence donc juste après la fin de... attends, que je dise pas de conneries. On est pendant l'Empire, oui c'est ça. On est pendant l'Empire je crois que le héros, donc il y a une héroïne et un héros, le héros il est né le jour de la déclaration de l'Empire, donc ça vous date un petit peu le truc. Et donc on a une histoire comme ça avec
bicéphale, quoi, avec deux personnages principaux, avec donc de jeunes gens qui sont sur une planète un peu lointaine, etc., qui vont en fait monter en grade et qui vont en fait aller dans tout le système impérial pour devenir. Leur rêve, c'est de conduire des vaisseaux impériaux. En tout cas, pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire. J'en suis qu'au début. J'en ai lu 10% pour l'instant, donc je suis vraiment qu'au début. On me l'avait vraiment conseillé, celui-ci, notamment les filles de Lucasfilm, qui avaient beaucoup aimé ce bouquin-là, qui de manière générale, aime beaucoup Claudia Gray, qui est une autrice qui revient, qui en a fait souvent, qui en a fait régulièrement des romans Star Wars. Et qui notamment aussi travaille avec Charles Soule, dont je vous ai parlé tout à l'heure, notamment pour tout ce qui est la Haute République, donc la nouvelle la nouvelle timeline, si vous voulez, sur laquelle Lucasfilm, je veux dire, Disney Plus, voilà, j'ai du mal, il est tard, non même pas, bref. On sent qu'on est vendredi, hein. Donc ils sont en train de sortir toute une série de comics, de bouquins, etc. autour de la Haute République qui se passe 800 ans avant. Oui, Lucasfilm, pas Disney. Alors, tu vois, je suis vraiment fatiguée, je suis vraiment paumée. Donc ils sortent, c'est un peu la nouvelle ère temporelle qu'ils sont en train d'explorer. Avec donc la Haute République, donc ils ont sorti une série de comics, ils ont sorti quelques romans pour l'instant, des romans adultes et des romans aussi young adultes, et donc notamment Claudia Gray et Charles Soule en font partie, sont des auteurs de ces nouveaux romans et de ces nouveaux comics qui sortent. Donc, mais celui-ci n'a absolument rien à voir, ça se passe juste au début de l'Empire, quoi. Et il paraît que c'est une des plus chouettes histoires d'amour qu'il y a dans Star Wars, parce que dans Star Wars, il y en a peu. Et en général, elles se finissent mal, même si je crois que celle-ci ne se finit pas non plus très très bien. Mais il paraît qu'elle vaut le coup d'être lue. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par ce bouquin-là, parce que j'en avais entendu du bien. Et tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que ça se lit plutôt bien, on rentre bien dedans. Je trouve que on sent quand même qu'on est dans un young adulte, parce que au niveau du style, etc., on se prend pas trop la tête. Ça reste très accessible, voilà. C'est pas trop compliqué, et c'est pour ça aussi que ça se lit bien, je pense. Donc pour l'instant ça remplit les cases qu'on m'avait proposées, qu'on m'avait vendues, donc ça me plaît bien. Et je suis dans le mood de lire des histoires d'amour, donc voilà. J'avais le choix entre celui-ci, j'aimerais beaucoup lire Kenobi, où ça se passe donc, sur Tatooine, et c'est toute la période où Obi-Wan Kenobi s'installe sur Tatooine, et qui, pour garder un œil un petit peu de loin sur Luke, et on en apprend un petit peu plus sur les Tusken notamment, et donc sur Tatooine, en tout cas à l'époque, et ça c'en est un que j'aimerais bien lire. Il y a donc évidemment les deux que je voulais acheter aujourd'hui, que j'ai pas trouvé puisque c'est un peu des baltringues dans le carrefour à côté de chez moi, qui sont aucun livre Star Wars. Les autres que je voudrais lire, c'est A New Dawn, donc c'est une nouvelle aube, qui est aussi un roman young adulte autour de Kanan et de Hera. Et ça, j'aimerais beaucoup lire aussi. Et il y a aussi, parce que je crois que ça parle de leur rencontre à Kanan et à Hera. Et il y a l'autre aussi, donc c'est le bouquin qui vient de sortir sur Leia, la princesse d'Alderaan, ou d'Alderaan. Putain, j'ai trop du mal à dire Alderaan. À chaque fois, je dis Alderaan parce que je suis vraiment habituée à Alderaan, quoi. Et celui-là, pareil, je pense qu'il va falloir que je me les procure une fois à la Fnac, si j'arrive à y aller une fois dans ma vie, ou alors sur Internet, en essayant peut-être de les trouver autre part que sur Amazon. On verra bien. Et donc voilà, pour l'instant, je lis ces deux-là. J'essaie de pas trop... tu sais comment te faire pardonner. Pour l'instant, je lis ceux-là. Je pense que je lirai aussi les BD que je vous ai montrés là, donc de Pedrosa. J'en ai d'autres aussi que mon collègue m'a prêté. Il m'a prêté les Monster Allergy. Il m'a prêté... bonjour le chat.
Il m'a prêté toutes les BD de Monster Allergy, donc que je lirai, je pense, pendant mes vacances. Et j'ai aussi plein d'autres comics. J'ai récupéré tous les comics notamment de la Haute République, donc ceux qui sont sortis dont je vous parlais juste avant là, et aussi tous les comics sur Dark Vador. Parce qu'il paraît qu'il y en a qui sont très très bien, notamment je crois aussi par Charles Saul qui en a fait un sur Dark Vador qui est vraiment très bien. Et j'aimerais beaucoup le lire quoi. Donc voilà. Et bah, justement les deux autres bouquins dont je voulais vous parler. Ce sont deux livres / comics que j'ai BD que j'ai acheté et que j'ai pas encore lu. Il y a d'abord Grimoire Noir qui est sorti chez Glénat. Et celui-ci, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais il se trouve que c'est la BD de... Je sais pas si vous la connaissez sur YouTube ou peut-être sur Instagram. C'est Cosmic Spectrum, qui est une artiste... je crois qu'elle est canadienne, mais d'origine russe, si je dis pas de conneries. Et en fait, elle a un style que j'aime beaucoup. Je sais pas si je peux vous montrer quelques planches, mais elle a un style qui est très très sympa. Et c'est entre autres grâce à elle que j'ai réussi à me remettre en fait à tout ce qui est encre et aquarelle. Parce qu'elle avait posté des vidéos en fait où elle montrait un petit peu comment elle s'y prenait et je fais oh putain c'est trop bien, je veux faire pareil, je vais essayer aussi. Et je trouve qu'elle a un trait qui moi me plaît beaucoup. Ouais, comme je disais, peut-être ça c'est plus proche de ce que moi j'aime bien lire, en tout cas en BD. Donc quand j'ai lu Pedrosa, j'étais loin de ça, mais ça aussi son truc un peu sympa. Et l'autre bouquin que j'ai aussi acheté, c'est aussi un peu lié, on va dire, aux Imaginales. Xian, peut-être que ça dit quelque chose, ça. C'est une anthologie qui s'appelle Et si Napoléon. Et c'est en fait une anthologie de nouvelles uchroniques autour de Napoléon, donc pour fêter les 200 ans de la naissance de Napoléon. C'est ça, hein. Non, c'est de sa mort. Attends. Non, ça va être de sa... Enfin bref. Non, ça va être de sa mort. Je sais même plus. Ouais, je suis fatiguée. Napoléon... Non, mais c'est pas forcément Napoléon, c'est ton dada, c'est que c'est donc une... donc un récit enfin 13 récits du Chrony donc qui sont sortis chez Mnemos et c'est en fait une anthologie qui est dirigée par Stéphanie Nico. Voilà, c'est pour ça que je disais que Xian, tu connaissais tu connaissais sans doute. Mais non, toi ta spécialité c'est plus l'âge de bronze, tout ça quoi. Pas Napoléon, c'est trop récent. Non, c'était plus le côté SFFF, Mnemos et les Imaginales, enfin tout le lien aux Imaginales, parce qu'en fait, la plupart des gens qui sont là-dedans, ce sont des habitués aux Imaginales, quoi. J'ai une question, est-ce que tu as prévu de commander le premier tome de Magic, la BD de Dre? Je vais pas la commander, je vais aller l'acheter. Mais si je la trouve pas à Club, oui, je la commanderai. Et je ne sais plus quand est-ce qu'elle sort. Elle sort en août, non? Mais oui, j'ai prévu de l'acheter, oui. Évidemment que j'ai prévu de l'acheter, tu rigoles quoi. J'ai été une des premières à faire des fanarts de sa petite sorcière. Donc voilà. Le petit récap de lecture de juin et juillet au final. Il y a plein de choses, hein, mine de rien. Je sais que normalement j'aurais dû faire un live début juillet, mais comme j'étais encore, je crois, en plein dans... J'avais pas fini Grisha, en fait, c'est ça qui me bloquait, j'avais pas fini Grisha, et je voulais au moins avoir fini la saga pour pouvoir vous dire vraiment un avis plus global sur les 3 bouquins, quoi. Et donc, voilà, elle sort le 20 août, du coup... Ça me fait penser que j'ai acheté le deuxième tome des Artilleuses chez Dracou et attends, je l'ai pas montré ça. Et je l'ai pas lu non plus. Le truc qui se passe dans le Paris des Merveilles. Oui, il y a le temps, ouais. En tout cas, voilà. Ça, c'était les lectures
Les lectures jusqu'à aujourd'hui. Et vous, vous lisez quoi, vous, de votre côté? Dites-moi tout. Je crois que j'ai donné un coup à mon micro. Ah, les pieds de la terre. Ah oui, putain. J'ai lu les bouquins, j'avais kiffé le bouquin. J'ai vu la série, j'avais adoré la série aussi. Je t'avais conseillé aussi la suite, Un monde sans fin. Tu vas les lire aussi, Un monde sans fin ou pas? Et j'ai la série si tu veux la voir. Je pourrais te filer. En fait, j'avais aussi la série Les Pieds de la Terre, mais j'aurais pu te les filer. Mais bon, tu les voulais peut-être en DVD. Mais ouais, j'avais été super agréablement surprise. Oui, il y a pas Ian McShane, mais il y a peu. Je me demande si d'ailleurs il y a pas du tout les acteurs de. Ça, c'est un truc justement qui m'avait un petit peu rebuté quand j'avais commencé Un monde sans fin. Je l'ai pas regardé tout de suite quand il est passé. C'est que justement, il me semble qu'il y a aucune personne. Il y a personne des Pieds de la Terre en fait dans Un monde sans fin. Et il y a notre chère Peggy Carter en plus. C'est là-dedans que je l'avais découverte Peggy, enfin l'actrice qui joue Peggy Carter. Ouais, ça se passe plus tard, ouais. Donc tu me diras, c'est logique. Qu'il n'y a pas les mêmes acteurs et les mêmes trucs, quoi. Mais j'ai été agréablement surprise. En fait, je me suis laissée complètement emporter par cette saga-là aussi. Enfin, la suite, quoi. Ça m'a peut-être plus fait penser au Roi Maudit. Au final. Parce que je me demande si c'est pas un peu la même époque, d'ailleurs. Mais franchement, bon, il n'y a pas Ian McShane, on est d'accord, mais elle vaut le détour quand même. Franchement, c'est sympa. Il paraît qu'il y en a il y a un troisième bouquin qui est sorti il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qui est un peu encore la suite de des Pieds de la Terre. Mais je sais plus quoi. Bah ouais, les Pieds de la Terre, j'avais kiffé. Non, si j'ai pas la musique d'ailleurs. Pillar of the Earth. Ah, il me semblait que j'avais la. Je suis sûr que je l'ai. Non, où est-ce que je l'avais? Je sais plus. J'ai du mal à reprendre la lecture de mon côté, c'est hallucinant. Ah, c'est peut-être pas le moment, Momo. T'es aussi super stressé et super occupé avec ton taf. Il y a des moments où c'est compliqué. T'avais lu quoi dernièrement, Momo? Foutichat est en train de dormir. Ah, j'ai chaud, je sais pas vous, mais j'ai super chaud. Bon, pour l'instant, voilà. Je sais pas trop ce que je lirai après, à part. Je sais pas, j'ai envie de me remettre à. Salut Reliax, comment vas-tu? Ça va et toi? Écoute, là, je viens de finir. Ah, attends, t'as commencé le bouquin que je t'ai offert à Noël. C'était quoi que je t'ai offert à Noël déjà? Je sais même plus. C'était pas Sorcière? Après que je lise un roman Star Wars. Alors, les seuls romans Star Wars que j'ai lus. Le seul roman Star Wars que j'ai lu, c'était la novélisation de l'épisode 4. Que j'ai encore dans la bibliothèque. Que j'avais lu il y a super longtemps.
il y a le premier, il y a l'héritier de l'Empire, donc le premier bouquin, en fait, ce que devait être l'épisode 7, s'ils avaient fait l'épisode 7 tout de suite après, parce que normalement, ça aurait dû être tout de suite après le retour du Jedi, donc avec justement l'amiral Thrawn, avec Mara-Jade, etc. Et j'avais lu aussi le mariage de la princesse Leia, il y a super longtemps. Et Salina, te voilà. C'était bien ton jeu. J'avais bien avancé dans Rouille, mais je n'ai pas repris depuis plusieurs mois. Ah, c'est dommage, parce que c'était... Moi, Rouille, je l'avais lu d'une seule traite. Hein. Ça m'avait accroché et j'ai continué. Mais après, je peux comprendre, des fois, on sent pas que on sent que c'est pas le moment. Et le problème, c'est que plus on attend, plus le temps passe, et moins c'est le moment, en fait. Enfin, c'est dommage, parce que franchement, Rouille, ça... J'avais vraiment adoré, quoi. Celui de Kenan et Hera, je suis curieuse de la rencontre. Mais moi aussi, putain, je suis tellement vénère de pas l'avoir trouvé, ça m'énerve. Ah, tu passes sur l'ordi maintenant. Ah, vous relayez. Vous faites le relais de Twitch, Salina et toi. Ouais, donc, ouais, bah Salina, ça y est, je suis en train de... Enfin, j'ai fait le tour des bouquins que j'ai lus et des comics, etc. Ah, c'était Sorcière, oui, c'est ça. C'est Sorcière que je t'avais offert, qui est vachement bien. Mais moi, Sorcière, je l'ai écouté, en fait, j'ai écouté le livre audio, donc c'était peut-être plus simple à suivre que... Là, le lag, entre le moment où j'écris et le moment où tu reçois le message, bah, ouais, malheureusement. Ah, t'as plus de podcast de Lucasfille à écouter. Ah, comme j'ai fini aussi toutes les vidéos de Lucasfille, en fait, je suis en train d'en écouter 3 ou 4 différents. J'ai commencé à écouter Outrider. Ouais, Outrider. J'ai commencé à écouter le Faucon Millénial, que je te conseille, tiens, c'est très sympa, le Faucon Millénial d'Atashui. J'ai commencé à écouter Star Wars en direct aussi. Mais Star Wars en direct, j'ai commencé à écouter ça. En fait, ils ont fait des épisodes depuis le rachat de Disney, donc ça commence à faire un peu long. Et en fait, je sais plus combien, il y avait 300 j'avais 300 podcasts en retard, 300 émissions en retard, et je crois que j'en ai enlevé pas mal parce qu'il y avait plein de trucs où c'était genre la découverte du trailer de The Force Awakens, etc. Je me dis, bon, ça c'est bon. À la limite, ce qui m'intéresse plus, c'est les analyses des films une fois qu'ils les ont vus, qui m'intéressent plus. Et puis, bon, là où on arrive maintenant, qu'est-ce qui va se faire après, quoi. Donc, du coup, j'ai un petit peu écrémé. Je pense que sur 300, j'en suis à peu près une centaine qui me reste à écouter. Sinon, ouais, Faucon Millénial, c'est cool. J'écoute rien sur Star Wars, sinon je m'énerve vite. J'avoue qu'à ce niveau-là, je suis peut-être un peu plus facile, un peu plus bon public. Ah, t'es sur la nouvelle trilogie de Throne. Ah, relax. C'est dans ma to-do list, c'est dans ma pile à lire. Mais comme je disais un petit peu plus tôt, en fait, je viens de finir une trilogie et je me voyais mal de renquiller en fait avec une nouvelle trilogie. J'avais besoin d'un bouquin tout seul en fait. Donc c'est pour ça que d'ailleurs que je suis en train de lire ce bouquin-là, qui est aussi dans l'univers Star Wars, avant de lire éventuellement la trilogie de Throne. Mais par contre, ce qui me fait un petit peu peur, pour être honnête, et ce qui me fait toujours peur en fait quand on touche à l'univers Star Wars, c'est que j'ai un petit peu peur que ce soit des récits de guerre. Et les récits de guerre, ça me gonfle. J'ai commandé le roman graphique qui va sortir dans quelques mois sur Alter Bridge. Oui, j'arrête pas de voir la pub sur... Je suis spammée de pubs sur Alter Bridge et leurs trucs de zombies sur Instagram. Mais j'ai pas fait gaffe à voir ce qui sortait à ce niveau-là, Alter Bridge. J'ai une vision totalement spé de Star Wars et que presque personne ne partage, donc je reste dans mon coin. Ah, ouais. Après, c'est dommage parce que du coup, enfin, après, ça dépend si ça te gêne ou pas. Hein. C'est un truc que tu partages avec peu de monde, en fait. C'est ça qui est chiant. Oh, faut trouver les bonnes personnes, quoi. Après, enfin, je veux dire, tu peux très bien partager avec des gens qui ont une vision
proche, mais pas forcément enfin, la même, quoi, tu vois. Des gens qui sont assez... comment dire... assez tolérants pour kiffer ensemble, même si vous n'avez pas forcément les mêmes vues dessus, quoi. J'ai commencé par le 2 et ça me paraissait assez prometteur le parallèle entre les deux époques. Je verrai ce que ça donne. Ah, toi aussi t'es un spécialiste. Moi je suis une spécialiste de commencer les séries par le numéro 2. Je l'ai fait avec avec Arkham, je l'avais fait avec David Eddings, là, avec la trilogie des joyaux. Ce qui fait que j'ai rien compris, parce que j'ai commencé par le numéro 2. J'étais tenté par les éditions de luxe, mais mettre 200 €, putain, ouais, ça fait un peu cher, quoi. C'est toujours des pieds dans ma gueule quand j'en parle. Oh. Bah, encore une fois, je dirais, Alors, j'ai bien lu le 1, mais là, je viens de commencer le... D'accord, ok. J'ai cru que ça avait commencé par le numéro 2. J'ai dit, enfin quelqu'un comme moi, bah même pas. Non, il y a la seule andouille qui commence par les numéros 2 dans une trilogie, c'est moi. Après, Xian, peut-être que ouais, c'est peut-être pas les bonnes personnes avec qui t'as pu discuter. Pourquoi commencer par le 2 ? Ah bah écoute, j'aimerais bien savoir, mais... je sais pas, en fait, il y a plein de bouquins, de trilogies. Le seul bouquin que j'ai trouvé, c'était le numéro 2. Et je faisais pas gaffe. Je faisais pas gaffe si c'était le premier ou pas de la trilogie, ou si c'était une trilogie tout court. Et du coup, je commençais par le 2. C'est arrivé plusieurs fois. Que ce soit à la bibliothèque ou au magasin, c'est arrivé plusieurs fois. Ah, mais non, Xian, écoute, toi et moi, on va discuter. Ça suffit. Enfin, je sais, on avait une discussion notamment à propos d'Obi-Wan, quoi, tu disais que tu voyais très bien tu le voyais très bien rester ne le maquiller avec personne, mais on en avait discuté et ça va, j'étais pas mis de coups de pied dans la figure, je pense. T'as fait la même chose de... Tu confonds avec la sœur ? J'étais persuadée que c'était avec toi. Ou c'était avec Salina ? Merde. Attends, tu me fais douter. C'était avec toi ou c'était avec Salina qu'on avait discuté d'Obi-Wan ? J'ai fait ça avec le Paris des Merveilles et je m'en suis aperçue quand j'ai terminé le bouquin. Encore ça va. Tu veux qu'on parle de Reylo ou je la ferme pour pas que ça vrille ? Écoute, si t'es pas fan de Reylo, eh ben écoute, t'es pas fan de Reylo, moi ça me va. Hein. Moi j'aime bien ce couple-là, et c'est pas grave, hein. Après, t'es peut-être pas non plus fan de couple de manière générale, surtout dans Star Wars, donc voilà. Mais oui, moi aussi, je suis très, très curieuse d'en savoir plus sur la série d'Obi-Wan. Ouais. Et j'aimerais bien savoir de quoi elle va parler, en fait. Est-ce que du coup, ce sera Obi-Wan sur Tatooine ? Je suis pas anti-couple, surtout Maître Tolm et Maître Sra. Bah, je les connais pas, ceux-là. Ah, c'était avec toi, Salina. Ok. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était Xian. Ah, je suis une ignorante, mais oui. Salut, Mini Clio, comment vas-tu ? Ah, attends, je vais les... Je vais les googler. Srolm ? Attends, c'est peut-être pas comme ça que ça s'écrit. T'écris ça comment ? Solm ? Master Thorm. Ah oui, je pense que tu m'en avais parlé, c'est
C'est pas celui qui a... C'est pas le maître de Count Dooku ou un truc comme ça? Côté Star Wars, j'y connais pas grand-chose, mais j'aime bien Maître Plo Koon. Ouais, franchement, là, je suis à la fin de la saison 3 comment dire, de Clone Wars. D'ailleurs, une fois qu'on aura terminé ce live, je vais finir, il me reste 2 épisodes pour finir la saison 3. Ah, le maître de Quinlan, pardon. De Quinlan Vos. Ah, c'est lui qui a trouvé Ahsoka petite. Ah, Choupi. Choupinou. Elle devait être choupie quand elle était petite, Ahsoka. C'est le maître de Quinlan. Il a pas l'air commode, le... En fait, c'est drôle, et il me fait penser à un de mes collègues. J'ai un collègue avec qui je travaille... moins la cicatrice, là, mais... Je trouve qu'il a des airs. Mais oui, je sais pas trop de quoi elle va parler, la série sur Obi-Wan. Et je sais... Après, je sais pas, j'ai pas envie d'avoir trop d'attentes parce que c'est le meilleur moyen d'être déçu. Donc je pense que je vais prendre comme ça vient. Et puis bah, si ça me plaît pas, tant pis. Si ça me plaît, tant mieux. D'ailleurs, à propos de séries, j'ai terminé Loki il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. J'ai vraiment eu l'impression que cette série, en fait, elle s'adressait aux gens qui avaient lu qui connaissaient Loki, qui connaissaient les comics, etc. Et du coup, j'ai vu plein de gens qui se paluchaient sur plein de trucs. Ah, ça c'est machin, ça c'est truc. Moi, je connais pas du tout, et ce qui fait que ça me... je n'en dirai pas plus, mais j'ai vraiment l'impression d'être passé à côté de la série, et parce que en fait, il y a des références que j'ai pas, quoi. Alors, il y a plein de trucs pour le principe que j'ai bien aimé, notamment, je vais peut-être spoiler, mais bon, les Loki, voilà. Sylvie est très cool, mais j'ai vraiment l'impression que en fait il y a 70% de la série qui m'est passée là parce que j'ai pas les refs en fait. Et c'est après j'ai envie de dire tant mieux pour ceux que justement pour les fans de Loki, ceux des comics etc qui en ont sont eu pour leur argent, on va dire. Nous on a eu Tom Hiddleston, on va pas se plaindre, hein, mais du coup je l'ai pas apprécié autant que je l'aurais voulu. Tout le côté avec la TVA, etc. Enfin, le côté un peu rétro, très années 70, très couleur vomi, etc. C'était très cool. Mais en fait, dès qu'ils ont commencé à péter cette façade-là, j'étais perdue. Parce que tel qu'il... Enfin... Tu me diras, c'est un petit peu pareil que dans... c'était dans WandaVision où, en fait, dès que t'allais au-delà des trucs de sitcom, évidemment, il y avait une raison pour laquelle elle était coincée dans cette histoire de sitcom, etc. Mais on allait beaucoup plus, du coup, dans un truc qui parle aux fans des comics, quoi. Aux fans de l'univers, des gens qui connaissent déjà, quoi. Et toi qui arrives sans tout ce bagage-là, tu sens que tu manques des choses. Mais ouais. Ah, pour le coup, par exemple, j'ai peut-être plus apprécié le soldat de l'hiver et le faucon. Oh, coucou, WandaVision, j'ai bien aimé aussi, mais je pense qu'il y avait déjà plus, en fait, dans ces 2 séries-là, des choses à laquelle je pouvais m'identifier ou à laquelle je pouvais me raccrocher, plutôt que Loki. Loki, il y avait trop de trucs, en fait, qui étaient destinés, comme je disais, aux fans des comics, quoi. Ah oui, c'est des bonnes séries.
qui sont bien produites, qui sont bien faites, qui sont bien filmées, etc., qui sont plutôt bien foutues. Mais en fait, je trouve ça intéressant aussi qu'ils aient choisi de faire des... Parce que là, il y a quand même un pivot au niveau du MCU qu'ils ont choisi de faire via les séries, en fait. Parce que c'est quand même un paradigme qui change, en tout cas surtout avec WandaVision et Loki, sans vouloir trop en dire parce que Natasha, t'as pas vu le dernier. Mais ouais, en fait, il y a un gros paradigme qui change avec ça. Et est-ce que j'ai prévu de regarder Master of the Universe? Évidemment que je vais regarder. Je sais, c'est la musique de Bear McCreary. Je sais, Morgane. Et oui, j'ai prévu de regarder. Mais tu vois, toute cette histoire avec les variants, avec TVA, avec le truc où ils annoncent à Loki qu'en fait, ils vont chasser dans la timeline des variantes de lui-même. Bah, je pensais que ça allait être ça, en fait. Je pensais que... Après, ils aiment bien, justement, poser des trucs et puis en fait... sortir de ce schéma qu'ils nous ont proposé pour aller vers autre chose. C'est ce qu'ils ont fait pour WandaVision et c'est ce qu'ils ont fait pour Loki notamment. Mais moi j'aurais voulu justement qu'on aille vers un truc un petit peu plus de une série de voyages dans le temps où Loki allait justement salut Musica, comment vas-tu? Ouais, j'aurais voulu qu'il chasse justement des variantes de lui-même et qu'on ait un petit peu plus d'épisodes avec ça, plutôt que d'exploser ça au bout de 3 épisodes, quoi. Même pas 3 épisodes, je crois que... Bah écoute, ça va. J'ai fait mon petit point lecture juste avant, là, on est en train de discuter tranquillou des séries Star Wars et des séries Marvel. Et donc de Master of the Universe, donc Musclor qui vient de ressortir sur Netflix. Alors je sais que ça va pas du tout être la même limonade que She-Ra, mais je suis très très curieuse de regarder cette série. Mais d'abord, je veux terminer la saison 3 de Clone Wars. Peut-être que demain je commencerai à regarder Musclor sur la télé en mangeant mon petit-déj. Mais on verra. J'aimerais bien pouvoir en fait regarder Disney Plus sur ma télé dans ma cuisine, mais je peux pas, j'ai pas accès à Disney Plus, en tout cas de cette télé-là. Et ça me fait chier. Parce que j'aimerais bien pouvoir en fait regarder Star Wars, enfin Clone Wars en mangeant mon petit-déj, mais je peux pas. Enfin si je peux, mais en fait faut que je regarde sur mon iPad, quoi. Si, il y a que sur la tablette que je peux la regarder. Mais ça me fait chier parce que j'ai la télé, j'ai un grand écran juste pour ça et je peux pas ça me fait chier de regarder sur la tablette. Mais c'est ce que je fais déjà de base, hein, mais c'est juste le côté j'ai la télé sur laquelle il y a Netflix qui fonctionne avec Proximus, mais pas Disney+. C'est quoi un Fire Stick, Musica? Mais comme je vous disais, une fois qu'on aura terminé ce live, je vais finir Clone Wars saison 3. D'ailleurs, je crois que Salina, tu m'as dit que c'était le dernier acte, dernier arc, pardon, c'est un arc un peu autour d'Ahsoka. J'ai vu c'était autour de Chewbacca aussi. Une espèce de clé USB de chez Amazon qui te fait une télé connectée. Ah, je savais pas ça. Je connaissais pas du tout. En fait, pour vous expliquer très très rapidement, donc en Belgique, nous on est chez Proximus, qui est un peu l'équivalent de Orange, en fait, de France Télécom, quoi. Mais c'est Belgique Télécom, c'est Belgacom. Et le truc, c'est que du coup, via leur portail, on peut avoir accès en fait à Netflix, donc où tu rentres tes identifiants, etc. Et donc tu as accès à ton Netflix, même si tu passes pas par eux
comment dire, pour l'abonnement. Hein. Moi, je suis abonné à Netflix directement, comme je suis abonné à Disney+ directement. Le problème, c'est que Disney+, ici en Belgique, a fait un partenariat avec Proximus, qui fait que c'est via eux. En fait, si tu veux avoir si tu veux avoir Disney+ via Proximus, il faut que tu souscrives à leur pack cinéma ou je sais pas quoi, où tu as Disney+, et aussi d'autres packs, d'autres chaînes, etc. Mais moi, je suis abonné uniquement à Disney+, quoi. Donc, du coup, je ne peux pas avoir accès à Disney+, via leur plateforme. Ah, je vais aller regarder ce que tu m'envoies, Mizika. T'es obligé de le contrôler via un téléphone ou un iPad pour avoir Disney+, mais l'idée est bonne. Alors par contre, moi, le seul truc qui m'emmerde, pour être honnête, pour celles et ceux qui, parmi vous, combien parmi vous regardez Disney+ via la PlayStation 4 ? Parce que, on va être d'accord, Disney+ via la PlayStation 4, c'est une merde intersidérale, quoi. J'ai que des problèmes via l'interface de la PlayStation. C'est merdique. Genre, par exemple, pour parler de Clone Wars, en fait, je suis obligée... Alors, déjà, bon, ça, c'est pas la faute de la PlayStation 4, mais déjà, ça me fait chier de ne pas avoir les sous-titres en français de Clone Wars. Je les ai qu'en anglais. Sur la PlayStation 4, en fait, je suis obligée toujours de remettre les sous-titres à chacun des épisodes, parce que sinon ils sautent. Et même des fois quand ils sont là, en fait, je suis obligée de mettre les sous-titres latino-américains et revenir aux sous-titres en anglais pour pouvoir avoir les sous-titres, quoi. Le site de Disney+, c'est pas ouf. Ouais, au niveau de la recherche, c'est super chiant. Au niveau de la recherche, je trouve ça extrêmement mal foutu. Et la dernière fois, par exemple, j'ai fait une connerie. Je crois que j'avais terminé Loki. Et en fait, j'ai mal appuyé et il a relancé... le Faucon, donc le Winter Soldier et le Falcon, là. Et du coup, je me mais non, putain, j'ai déjà regardé, c'est bon, quoi. Et en fait, et du coup, même si j'avais déjà regardé, hein, la série était restée, genre, tu sais, les séries en cours, quoi. Donc du coup, pour la virer de la partie les séries en cours dans Disney+, j'étais obligée de faire tous les épisodes en avance rapide, pour pouvoir dire ok c'est bon, tu la sors de cette catégorie là, quoi. C'est super chiant. J'ai quelquefois les sous-titres qui disparaissent. Bah oui, c'est le problème que j'ai avec Clone Wars. Quand je passe d'un épisode à l'autre, là, que je les enchaîne, et ben l'épisode d'après, les sous-titres ils n'apparaissent plus. Et je suis obligée d'aller les rechercher manuellement. Et encore, il faut que je passe par les sous-titres espagnols et que je remette ensuite les sous-titres anglais pour qu'ils apparaissent. Et c'est très très relou. Oui, même les films que je termine, ils sont toujours en cours, ouais. Ouais, ça c'est très chiant. Si t'es pas passé à l'épisode ou au film d'après, c'est pas aussi dégueu que l'interface d'Amazon Prime. Ah ouais, c'est vrai. J'ai pas Amazon Prime, moi, perso, donc je sais pas trop à quoi ça ressemble, j'avoue. Mais ouais, bon, en tout cas, j'avance bien dans Clone Wars et vraiment, ouais, à partir de la saison 3, pour l'instant, elle était exceptionnelle, hein, par rapport aux autres, elle était vraiment très très bien. Et ça me fait trop rire, Momo, je sais pas si t'es au courant, je pense que tu le sais, mais je crois que c'était toi qui me l'avais dit, mais alors, Anakin, qui a la voix de Wyatt dans Timeless, moi je kiffe. Ah, l'interface d'Amazon Prime est infâme. Merde. T'as quelques soucis aussi depuis la PS4, mais je pense que c'est... J'ai l'impression qu'il n'y a que Netflix où ils s'en sortent bien. Ah, le seul truc qui est quand même
bien entre guillemets sur Disney+, mais sur le PC, c'est que t'as beaucoup plus comment dire, de flexibilité avec les sous-titres. T'as plus de flexibilité, tu peux choisir la taille, tu peux choisir la police, etc. Ce qui n'est pas le cas en fait sur la PlayStation 4. Ça c'est bien chiant parce que ah oui c'est vrai. Et il sort quand Wheel of Time? Tu sais ou pas? J'avoue, putain, Daniel Hennet, je le veux. Je le veux. D'ailleurs, Morgane, je te l'avais conseillé, mais je te conseille d'aller voir le podcast des Lucas Filles. Parce que, en tout cas, leur chaîne YouTube, elle parle aussi de drama. Et elles ont tout un épisode sur Yoon Bin. Et elles parlent de Kim Samsoon à un moment. Et tiens, tu me fais penser, j'ai pas encore regardé Lovecraft Country. Faut que je la regarde. Elles sont à donf dans les dramas, surtout les dramas chinois d'ailleurs. Un peu moins les dramas coréens, mais mais ouais, en tout cas, je reviens à Anakin et la voix de Wyatt dans Timeless. Ça me fait plaisir. Mais écoutez, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là, comme ça on aura fait le tour, et puis moi je pourrais aller regarder mes 2 épisodes qui me manquent là pour finir la saison 3 de Clone Wars. Et puis peut-être pourquoi pas commencer... Je vais me mettre en pyjama, je vais m'allonger sur le canapé, et je vais me mater la fin de Clone Wars, et puis peut-être le début de Musclor, de Amen. Ça va être sympa. Donc voilà, écoutez, on va s'arrêter ici. Accroche-toi, il y a de l'hémoglobine. Ouais, mais je me doute bien. Il n'y a pas de souci, Musica. Au pire, j'ai bien babassé. Au pire, si tu veux revoir le replay, bah, il sera disponible sur Twitch et je vais poster la vidéo sur YouTube dès que ce sera possible. Ah, il sort en novembre. Ah, ce sera pour ton anniversaire, ce sera parfait ça. J'avoue que souscrire à Amazon Prime, je sais pas trop si j'ai déjà Disney+, j'ai déjà Netflix, je suis déjà aussi abonné à Skillshare, je suis déjà abonné à d'autres trucs, j'ai des Patreon, etc. Je me dis peut-être, je sais pas, peut-être que Amazon Prime ça fait un petit peu too much. Alors, il va falloir que je dise au revoir à d'autres plateformes quoi. Mais c'est à réfléchir, je vais voir. Mais Wheel of Time, d'une manière ou d'une autre, je le verrai. T'inquiète. Bref, écoutez, on va arrêter le live ici. Je vous fais des bisous. On se donne rendez-vous sur le Discord pour ceux qui y sont. Je vous fais, je viens de le dire, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très très bonne soirée, un très bon week-end. De bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Une bonne nuit pour ceux qui... C'est ça, on va partir un jour sans retour. Et on se donne rendez-vous. Je pense que dimanche, on va essayer de terminer le dessin de Robin Fraune. Enfin, ça va faire quatrième dimanche de suite que je suis dessus, ce serait très bien. Ce serait bien que je le finisse. Et voilà, donc à dimanche pour ceux qui seront là pour le dessin. Et sinon, à la prochaine, peut-être dans un mois pour le prochain book club. Et bah écoutez, bon week-end. On se dit au revoir. Ciao, ciao. Salut! Et on va dire goodbye. Ciao!